bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Épisode spécial. Série spéciale, oui, du film La Femme cachée. En fait, on a reçu une proposition quand même assez originale et intéressante à propos de ce film-là. Voilà, le rayonnement de mon ciné. En fait, c'est l'équipe du film La Femme cachée, donc le nouveau film de Benchir Bensadek, qui prend l'affiche le 9 août au Québec. Ils ont fait eux-mêmes leur propre balado, donc 3 épisodes d'entrevues sur l'idéation avec la scénariste, avec des intervenants du film, le producteur, le réalisateur, etc. Puis ils cherchaient un canal de diffusion. Alors, ben, ça nous fait plaisir de présenter, dans le fond, ces 3 épisodes-là qui vont permettre d'en apprendre plus sur le film La Femme cachée. Rapidement, ben, c'est un couple qui s'apprête à avoir leur 2e enfant. Et cette fois-ci, ça va être un garçon. Et ça vient vraiment chambouler la mère. Alors, elle décide de retourner en France, sur Paris, si ma mémoire est bonne. Pendant les Jeux Olympiques? Oui, voilà. Pour aller confronter un peu sa famille. Ce qui arrive là-dedans, c'est que son mari, joué par Antoine Bertrand, ignorait qu'elle avait une famille et il avait dit que les liens étaient coupés et quoi que ce soit. Alors, ça va déterrer quelques souvenirs douloureux, dans le fond, dans tout ça. Et pourquoi est-ce que, soudainement, alors qu'ils ont une jeune fille, mais pourquoi est-ce que là, c'est l'idée d'un garçon qui la, disons, terrorise à ce point-là? Alors, les mystères seront dévoilés telle une couche d'oignon, comme des pelures d'oignon. Les bouleversements seront bouleversés. Mais oui, très, très bon film, très bon comédien, comédienne. Je vous encourage fortement à aller voir le film et à écouter justement cette série d'épisodes pour en savoir plus. Et 3, 2, 1, action. L'exilé des exilés. Un documentaire sonore de Léo Connert. Musique originale de Mohamed Masmoudi. Conception sonore de Norman Tonnellier. Second épisode. Je pars sans dire au revoir à personne. Je n'ai rien à dire. Je ne sais même pas ce que je ressens. Ce voyage, je ne le prépare pas. Je veux partir, être ailleurs qu'en France. Je n'ai au final pas le sentiment de voyager, mais plutôt celui de fuir un pays, une histoire. En quittant le pays de mon enfance et de mon adolescence, je ne réalise pas vraiment l'ampleur de mon geste. C'est pourquoi, aussi surprenant que cela puisse paraître, je ne considère pas prendre la décision de partir. Il n'est aucunement question pour moi de décider. Prendre une décision suppose un choix. Or, à aucun moment je n'ai le sentiment de choisir. Il me faut me sauver, partir, c'est urgent. Ce n'est qu'une fois dans l'avion, lors du décollage, que je ressens ma première émotion. J'éclate en sanglots. La jante de bord arrive aussitôt. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avez-vous mal quelque part? C'est le décollage? C'est la première fois que vous prenez l'avion? Autant de questions auxquelles je ne peux répondre, tant l'émotion est profonde et vive. Il y a une chose qui m'a attiré dans ce projet. Au départ, j'avais l'impression qu'il était dans la continuité de ce que j'avais fait avant. Bachir Bensadek, réalisateur et co-scénariste du film La Femme cachée. Dans la mesure où je me suis toujours intéressé au déraciné. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, la chose qui m'intéresse, c'est cette espèce de remise en question identitaire que constitue l'immigration. On est confronté à une société qui n'est pas si proche de la nôtre parfois, en termes de valeurs, en termes de culture, en termes de coutumes, mais aussi c'est une chance parfois de faire peau neuve.
venait de fêter le Nouvel An, nous, en famille. Et j'étais déchiré, vraiment, de partir. Je savais que je partais pour le mieux. Parce que j'étais inscrit en études cinématographiques et j'arrivais à Montréal pour ça. C'était quelque chose qui m'attirait. Mais je venais de passer 6 mois en Algérie qui était extrêmement intense, exaltant, parce que c'était l'Algérie comme je ne l'avais jamais connue. Mon souvenir marquant de mon départ d'Algérie, où j'étais à l'époque avant de venir au Québec, et de mon arrivée ici, c'est le fait qu'en Algérie, on était en pleines élections législatives, remportées, entre guillemets, par le Front islamique du salut, donc parti islamiste, religieux intégriste, et d'autres épithètes. Il y avait une espèce de grosse lourdeur, une morosité à s'installer, parce qu'on ne savait pas de quoi était fait l'avenir, parce que les islamistes étaient vainqueurs du premier tour, et qu'il n'y avait pas de raison que le deuxième se passe autrement. Si j'étais resté, j'aurais constaté que j'aurais pas pu faire grand-chose, hein, mais disons qu'on était quelques-uns, on se disait, mais attends, mais si les islamistes prennent le pouvoir, moi j'ai pas envie qu'on devienne l'Iran, et on va se battre pour que ça se fasse pas. Moi, j'étais très content à Alger, d'être étudiant à Alger. Mais il y en a un qui n'était pas content, c'était mon père. Mon père n'a presque pas desserré les dents dès mon arrivée, mon retour de Turquie, en l'été 91, jusqu'à mon départ, ou jusqu'à ce que j'ai mon visa pour le Canada, qui est en novembre 91. Je me faisais un sang d'encre, comme on dit. Tayeb Ben Sadek, père de Bachir et ancien diplomate. Je ne faisais pas du tout confiance au système. Que ce soit le système en place ou bien le système islamiste qui se proposait de le remplacer par n'importe quel moyen. Donc j'étais pressé de les voir partir. Il y a d'abord eu lui, et ensuite j'ai fait partir ses 2 jeunes frères aussi. Pareil. Alors lui, j'ai jamais eu doute un seul instant qu'il réussirait. Je savais qu'il était armé pour ça. Et son frère cadet, 3 ans plus tard, passe le bac français aussi. Et je lui ai dit, tu vas partir. Il n'avait que 17 ans. Là, c'était une gageure. Même lui, n'était pas très rassuré. Je lui avais dit, écoute, là où tu vas, tu décideras de ton destin. Personne n'en décidera à ta place. Tu feras les études que tu voudras. Et tu feras de ta vie ce que tu voudras aussi. Mon père m'a dit, j'aime mieux que tu ne reviennes pas, c'est trop dangereux. C'est dangereux pour toi et c'est dangereux pour nous. Parce qu'on ne sait jamais. Les types, son fils est au Canada, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'envoyer ses enfants à l'étranger? Parce qu'on me passait pour pour des privilégiés, quoi. On me passait pour des privilégiés, donc des gens à abattre. Mais s'il y avait une telle arrogance, s'il y avait une telle agressivité, le plus souvent verbale, qui deviendra physique par la suite. Un exemple, la mère de Bachir ne sortait jamais seule. Parce qu'elle était l'objet de railleries et de colibés. Comment une femme de son âge, qui ne porte pas le voile, qui s'habille à l'européenne, elle attendait que je revienne à la maison pour pouvoir la faire sortir. Alors, tu vois un tout petit peu exactement l'ambiance et la température qu'il y avait dans la rue. Et je suis arrivé à Montréal, le 3 janvier 1992, il faisait moins 1 degré. Je me suis dit, mais franchement, c'est facile, quoi. Parce que j'avais connu moins 20 quand on vivait en Turquie avec mes parents. Donc je me disais, c'est ça l'hiver québécois, l'hiver canadien? Facile. Et 3 semaines plus tard, il faisait moins 40.
je parviens à retrouver mon calme grâce à une situation apparemment anodine. L'agente de bord distribue une boîte de crayons de couleur ainsi qu'un cahier de coloriage à chacun des enfants à bord de l'avion. Je me serre dans le chariot qu'elle conduit et la remercie. Elle regarde autour de moi, elle semble chercher l'enfant à qui est adressé le matériel de coloriage. Tout en souriant, je lui dis « C'est pour moi !» L'air surpris et interrogateur, elle dit « Ah bon ?» Puis elle poursuit sa distribution. Avec mon cahier de coloriage qui représente des destinations de voyage, avions, soleil, avec mes crayons de couleur sur la table, je suis aux anges. Je me sens bien, je suis une enfant, naïve et pure. Je m'applique à ne pas dépasser les contours des dessins. C'est important pour moi à ce moment-là, je joue ma vie. Je conserve cette petite boîte de crayons de couleur pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où je la remplace par des crayons pastels. Je m'exprime sans relâche au travers de croquis ou encore de pensées sur mon bloc de papier dessin. C'est mon exutoire. J'étais loin de m'imaginer qu'en quittant un pays dans des conditions de survie, on emportait toujours sa maison, comme le dit si justement Dany Laferrière. Il n'en demeure pas moins que jamais je n'ai éprouvé le moindre regret d'avoir immigré. On a un passif qui est notre histoire, qui est notre bagage. Et en arrivant au Québec, on amène notre personne, mais on amène aussi tout ce bagage-là. On a le choix, soit donc de l'étaler, d'en parler à tout le monde, soit de réévaluer l'importance de ce bagage-là dans notre quotidien, et parfois même d'altérer la réalité. Ça m'a toujours fasciné, moi, les gens qui arrivaient avec les valises à moitié fermées. Elles sont fermées, mais il y a des trucs qui dépassent. Ils sont partis avec un passé difficile. En arrivant au Québec, tout à coup, on est loin de toutes sortes d'histoires qui nous ont constitués et qui, en fin de compte, vont s'ajouter à la culture québécoise ou pas, parce qu'on a le pouvoir de décider ça. Et on peut faire peau neuve ici. C'est ça qui est intéressant. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'espèce de vie numérique qu'on traîne avec nous partout dans le monde. Ce n'est que, 5 ans après mon arrivée ici, que j'ai commencé à fréquenter les gens de ma communauté. Et à ma grande surprise, ce qui les intéresse avant tout, ce sont les spectacles algériens, algérois, kabyles. Mais très peu d'entre eux s'intéressent à la culture locale, ça je ne comprends pas. Il y en a quand même pas mal. Hein. J'en connais quelques-uns qui s'intéressent oui, à la culture. C'est une minorité, moi aussi j'en connais. Mais c'est pas un problème, c'est pas propre aux Algériens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a une espèce de cloisonnement parfois des communautés et c'est dommage que les gens ne s'intéressent pas plus à la culture québécoise parce que voilà, on gagne à s'y intéresser, on gagne à s'y connaître et surtout on vit pas en décalage par rapport à la société dans laquelle on vit. Quand tu vois ce genre disons, des migrants, de personnes qui vivent dans les pays occidentaux, ils vivent dans des pays, généralement dans les pays capitalistes. Rabah Bouberaz, acteur du film La femme cachée. Et ils ont d'énormes difficultés financières, économiques, d'intégration et tout. On ne parle jamais de ça, tu vois. On parle seulement de ce qu'ils ont amené avec eux. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser parce qu'ils n'arrivent pas à être intégrés ni économiquement, ni culturellement. C'est des sociétés qui les prennent, mais qui les refusent. Donc c'est ce côté-là qui fait qu'eux, ils restent un peu dans leur tradition comme dans un refuge, tu vois. Ils se protègent dans ce qu'ils connaissent. Et ça, on n'en parle pas du tout. On parle seulement de leur, de leur tard, tu vois. Pas de leurs difficultés. Se réinventer en immigrant, ça comporte un grand nombre de défis qu'on peut relever ici, mais qui demandent beaucoup de travail et qui parfois demandent presque de l'abnégation. Moi, je suis arrivé ici, j'avais 19 ans. Je n'ai pas grand-chose à faire à part étudier et socialiser avec mes camarades étudiants. Quand quelqu'un arrive ici avec 2 fois, 3 fois mon âge,
avec des enfants, c'est pas du tout la même réalité. C'est plus difficile de se créer une niche, de se créer un réseau, d'avoir des amis. On finit par y arriver, les choses finissent par se faire, mais c'est pas immédiat. Quand j'ai eu mes papiers de résident permanent, j'ai plongé dans la réalisation de mon premier documentaire qui m'a fait faire le tour du monde, qui m'a emmené jusqu'aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Suite à quoi je me suis retrouvé à co-réaliser une série sur le Cirque du Soleil en 2002. Et donc, un jour, le téléphone sonne, mon deuxième bébé vient de naître. Et j'ai un copain, Michael Cronish, qui me dit « Bachir, are you from Maghreb ?» Il dit « Écoute, il y a une troupe de théâtre montréalaise qui cherche soit un dramaturge, soit un documentariste pour un projet de documentaire théâtral. » Je dis « Bah ouais, ça m'intéresse. » Et c'est comme ça que j'ai rencontré les gens de Porte-Parole, donc producteurs de Jamie Draw notamment. Je devais écrire une pièce de théâtre documentaire sur les Maghrébins de Montréal. Moi, quand je suis arrivé au Québec, en 92, il y avait 4000 Algériens au Canada. Or, en 2003, on était rendu à 70 000 au Québec. Et ça vient de quoi ? Ça vient des années de plomb. Ça vient des années de la décennie noire en Algérie. J'ai un monsieur assez extraordinaire que j'ai interviewé qui était agent d'immigration pour le ministère de l'immigration. Ce gars-là a dit « Oui, je vous donne le certificat de sélection du Québec pour des motifs humanitaires à près de 10 000 Algériens, facilement. » Il me disait « Je savais qu'au bout de 6 mois, quand tout à coup, il n'y a plus de menaces, quand tout à coup, il n'y a plus de danger, ni pour soi, ni pour les enfants, là, on se rend compte que le défi, c'est l'argent, c'est gagner sa vie, acheter des manteaux d'hiver, payer un loyer, payer hydro, payer ci, payer ça, pas trouver de boulot. Et il me disait, moi, de toute façon, je partais toujours du principe que les 2 premières générations étaient sacrifiées. C'est à partir de la 3e qu'on pouvait se dire espérer résoudre quelque chose. C'est à la fois pessimiste et en même temps c'est réaliste dans la mesure où il faut se dire ne mettons pas cette pression de la performance immédiate sur les épaules d'immigrants récemment arrivés. C'est difficile à l'étranger là. Je connais des gens qui venaient de régions lointaines du Québec et qui avaient du mal à s'habituer à leur vie à Québec. On est obligé de se remettre en question. Et je pense que même les gens natifs d'ici doivent se remettre en question au contact d'autres parce qu'il y a des idées reçues qui tout à coup se confrontent à d'autres réalités et c'est comme ça qu'on progresse ensemble. En fait, de toute façon, on ne peut pas continuer toujours à être exactement pareil. Tous les films que j'écris, j'ai fait une grande recherche autour des sujets. Maria Camila Arias, scénariste du film La femme cachée. La recherche, c'est très important, ça change, ça ouvre ma mentalité, toujours. Et chaque nouveau sujet que j'aborde, ça ouvre ma vision du monde et ça change ma vie. D'un jour à l'autre, je rentre dans un monde, dans un pays deux fois différent, dans une culture, dans des réflexions que peut-être je ne me pose pas dans ma vie normalement et ça change ma vie dans ce sens-là, oui. L'un de mes chevaux de bataille, c'est la diversité à l'écran. Mais la diversité à l'écran, c'est pas parce que j'ai envie de me battre pour les gens de la diversité, parce que je suis de la diversité et puis c'est tout. Je veux me battre pour que plus de gens se reconnaissent à l'écran et donc plus de gens décident de s'intéresser à la production culturelle. Et c'est un problème qu'on a, je trouve, au Québec. C'est un défi de pouvoir à la fois proposer une culture dans laquelle
tout le monde se reconnaît, et tout le monde, c'est-à-dire la multitude de communautés qui composent notre mosaïque, mais aussi une culture dans laquelle ces gens-là vont vouloir se projeter, continuer de vouloir fréquenter. Et dans ce film-là, ce que je trouvais intéressant, c'est que cette femme-là, Halima, arrive avec un passé dur, dramatique, et en arrivant ici, elle réussit dans cette société où elle est accueillie, où elle trouve l'amour, où elle trouve une famille. En quelque sorte, elle réussit à se faire une raison et à vivre avec ça. Coupé.